bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Le journaliste Cheikh Yérim Seck et l'opposant Bougane Gueye Dany sont libres et leur dossier classé sans suite. Ces personnalités étaient poursuivies entre autres pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation après leur audition à la cybersécurité. Et puis nous sommes le jeudi 3 octobre, date retenue pour la reprise officielle de tout le personnel enseignant et administratif du Sénégal. À Matam, les enseignants se sont présentés dans les établissements scolaires, comme l'a constaté le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, section Kanel. Pape Abdoulaye Diallo salue l'engagement de ses pairs, ses précisions à suivre. Et puis les chiffres sont alarmants et les dégâts énormes où nous parlons des conséquences des inondations à Touba. 11 000 familles en sont victimes selon une étude réalisée par l'autorité préfectorale. On vous dit tout dans quelques minutes. Et puis au même moment, dans le nord, les Sénégalais sont impactés par le débordement du fleuve. Le ministre des Infrastructures, El Malick Ndiaye, accompagné de ses homologues de la santé et de la FAR, y étaient. Après avoir évalué l'ampleur des dégâts causés, ils ont annoncé des mesures. Bien le bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Le journaliste Cheikh Yérim Seck recouvre ainsi la liberté. Son dossier classé sans suite, il avait été arrêté par la division spéciale de cybersécurité pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. L'opposant Bougane Gueye Dany peut lui aussi retrouver ses proches. Il avait été arrêté et poursuivi pour les mêmes faits, placé en garde à vue hier à la division spéciale de cybersécurité. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp a été relaxé purement et simplement. Des séries d'arrestations que le mouvement Y en a marre dénonce en conférence de presse cet après-midi. Ses membres estiment que les nouvelles autorités ne doivent pas arguer des lois pour porter atteinte à la liberté d'expression, des lois que les Y en a marristes jugent ainsi liberticides. Alioune Sané et compagnie ont aussi condamné la récente sortie du ministre de l'Intérieur sur les lieux autorisés à manifester. Nous suivons les explications d'Alioune Sané. On estime que c'est une très bonne nouvelle que les libérations aient eu lieu et c'est ça qui doit être la normalité. Sur des délits d'opinion, arrêter des... Parce qu'on l'a combattu. Le mouvement Y en a marre a été aux côtés de PASTEF, de toute l'opposition, des militants de la démocratie pour dire non à Macky Sall qui emprisonnait les gens sur la base de délits d'opinion. On ne saurait l'accepter aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il y a eu les assises de la justice, il y a eu beaucoup de propositions sur les réformes à faire, sur les lois liberticides. On prend l'article 80, l'article fourre-tout, on met tout ce qu'on veut. On vient à Aliou Sané, tu es devant le juge d'instruction, il vous dit article 80, mandat de dépôt obligatoire, sur la base des choses fallacieuses. À terme aussi, même sur les délits d'opinion, on ne dit pas que ce soit impuni. On ne dit pas que on ne dit pas cela. Mais on dit qu'à terme, il faut aller vers des peines alternatives qui n'amènent pas une personne sur la base de diffusion de fausses nouvelles. On le bagantait entre commissariat et parquet pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours. On l'envoie en prison et que le juge d'instruction a 6 mois pour l'appeler, pour l'entendre sur le fond du dossier. Et c'est pas normal. Quand j'ai écouté le ministre de l'Intérieur dire ce qu'il a dit, moi je me suis demandé d'où est-ce qu'il vient. Parce que le Sénégal a une histoire. Non, je parle du régime de Abdoulaye Wade. Il y a eu cet arrêté Ousmane Ngom. Donc les gens se sont battus pour l'abroger. Aujourd'hui, on nous dit, non seulement il y a l'arrêté Ousmane Ngom, vous n'aurez plus le droit de manifester là-bas, mais on va aller voir d'autres lieux comme la place de la Nation, mais qui est une symbolique. C'est pourquoi d'ailleurs je me suis demandé, mais où est-ce qu'il était? Mais la place de la Nation, c'est une symbolique pour tout le monde. Et puis, nous en parlais en début de journal. Nous sommes donc le jeudi 3 octobre, date de la rentrée officielle du personnel administratif et enseignant sur l'étendue du territoire national. Le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, section Kanel, note une forte présence des enseignants du Sénégal au niveau des enseignants plutôt venus de Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et des régions les plus reculées au niveau bien sûr de Matam. Toutefois, le secrétaire général de l'ULEN, section Kanel, a souligné les difficultés persistantes
dans la préparation des écoles et leur environnement, ce qui pourrait donc compromettre l'efficacité des premiers jours d'enseignement prévus, je le rappelle, le 7 octobre. Nous suivons les précisions du secrétaire général de l'UDEN, section Canel. Nous nous réjouissons de leur présence massive. Ces enseignants aujourd'hui sont présents au niveau de leur poste, de leur lieu de service. Ils ont tous quitté Dakar, ils ont tous quitté Saint-Louis, ils ont tous quitté Ziguinchor, ils ont tous quitté les régions les plus reculées pour venir au niveau de leur poste de service pour faire ce que l'on appelle la rentrée officielle. La présence, elle est officielle aujourd'hui. Et nous, on a constaté qu'ils sont tous présents. Maintenant, ce qu'il faut signaler, nous avons des difficultés. Difficultés dans la gestion anticipative de ces préparations en ce qui concerne les écoles, mais aussi en ce qui concerne l'environnement scolaire et tout ce qui va avec pour avoir une très bonne rentrée scolaire, pour avoir l'effectivité des enseignements apprentissages le premier jour. On a constaté des toitures se sont envolées par moment. On a constaté dans d'autres localités, nous avons des écoles qui sont sous région. On a constaté aussi que vraiment, nous ne sommes pas encore du tout prêts pour vraiment attaquer l'année scolaire 2024-2025 dès lundi, le 7 octobre, Inch'Allah, avec l'arrivée des élèves. À l'instant donc, Pape Abdoulaye Diallo, secrétaire général de l'UDEN, section Canel. Et puis à quelques jours de la rentrée prévue le 7 octobre, les autorités locales et administratives de Bignona lancent un appel aux associations sportives et culturelles pour une campagne de nettoyage des écoles. L'objectif est de faire en sorte que le concept Ubitei Jangetei soit enfin une réalité. Un appel qu'elles ont lancé à l'occasion de la finale de la zone 12 de l'Eau-de-Cave de Bignona. Nous suivons les précisions avec Hassan Ba. La finale de la zone 12 de l'Eau-de-Cave de Bignona marque la fin des activités de vacances dans la commune de Mangongoulek, laissant place à l'ouverture des classes. À cette occasion, le sous-préfet de Tandouk, présent pour présider la finale, a appelé les ASC à procéder au nettoyage des écoles afin d'assurer une bonne rentrée scolaire. Et que c'est dès demain qu'ils puissent aussi, autour des présidents de zone, vraiment s'activer auprès des directeurs d'école et des principaux de CM pour que cela soit une réalité. Et je vais donner un exemple. Hier, je me suis promené, mais à Eyamat, c'est déjà fait. Je voudrais que cet exemple soit vraiment perpétué au niveau de toutes les écoles. Pour la fin, maintenant, vous rassurez que l'État du Sénégal, les autorités, et particulièrement moi qui suis à la tête de l'arrondissement, je suis là à vos côtés, prêt à vous accompagner. Cette initiative a été soutenue par le maire de Mangongoulek, parrain de la finale, qui par l'intermédiaire de son représentant a incité la jeunesse à désherber les établissements scolaires de la commune. Il aimerait que les ASC de la zone puissent davantage s'activer dans les activités citoyennes. On se dirige vers l'ouverture. On se dirige vers l'ouverture scolaire. Il lance un appel à la jeunesse que dès demain que l'on commence à désherber l'ensemble des écoles pour permettre de matérialiser dans notre zone le slogan du Ubitei Jangetei. Le président de la zone 12 a également salué l'esprit de fair play qui a prévalu durant toute la compétition, soulignant l'absence de violence. Vous l'avez montré, il n'y a pas eu de sécurité comme on a l'habitude de le dire. Vous vous êtes très bien comportés et c'est cette zone-là que nous voulons et c'est cette zone-là que nous voudrions que demain, cette zone finisse de montrer à l'Eau-de-Cave de Bignona que nous sommes une zone sans violence. Et vous l'avez montré. Avec cet appel à l'action, le slogan Ubitei Jangetei pourrait bien devenir une réalité dans cette zone du Bluff qui se distingue par ses bons résultats scolaires. Et puis je vous en parlais tantôt, à Touba, les inondations ont impacté 11 000 familles, des chiffres qui émanent du dernier recensement effectué par l'autorité préfectorale. Retenez tout de même que la situation est sous contrôle, même si les dégâts occasionnés sont énormes, renseigne ainsi Abdoulaye Kharma. Le sous-préfet de Ndam annonce la distribution prochaine des aides annoncées des aides allouées donc aux sinistrés.
Nous suivons les explications du sous-préfet de Ndama. Le nombre est 11 139 ménages qui ont été impactés par les inondations et les dégâts sont divers et variés, mais on a tout répertorié dans le document que nous avons bien voulu remettre à le comité qui a été mis en place par le gouvernement. L'air est varié, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a des maisons qui sont affaissées, il y a même 2 ou 3 personnes qui ont perdu la vie dans ces inondations. Il y a des maisons qui sont encore occupées par les eaux, il y a des maisons dont les eaux ont été évacuées et donc les dégâts sont. Il y a aussi beaucoup de ménages qui ont perdu leur nourriture, leurs habits, des meubles, etc. etc. La situation actuelle, elle est vraiment très, très bonne, pour ne pas dire excellente, parce qu'on peut aujourd'hui évaluer le rythme, n'est-ce pas, de dégagement des eaux dans les maisons à plus de 90%. Donc nous pensons que le taux est vraiment très correct et nous continuons le travail. Et nous pensons que dans un futur très proche, on pourra venir à bout des inondations au niveau de la ville. La distribution des aides, je ne saurais donner une date exacte. Pour la bonne et simple raison que nous venons de terminer le recensement. Nous venons de remettre les résultats de ce recensement au comité du Natoun. Et donc il est loisible à du Natoun de voir la date à laquelle ce comité pourra commencer la visite. Le recensement grandeur nature est terminé. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il n'y aura pas des cas d'omission, des cas d'oubli ou quelque chose comme ça qu'on va essayer de prendre en charge au cas par cas. À Matam, les populations sont impactées par le débordement du fleuve. Le ministre des Infrastructures, El Malick Ndiaye, accompagné de ses homologues de la santé et de la femme, était sur place pour ainsi évaluer l'ampleur des dégâts causés. Les sinistrés, en attendant de leur trouver des logements, occupent des établissements scolaires. Une situation qui suscite du côté des autorités la mise à disposition des familles d'une base de 8 maisons équipées de 24 chambres. Les actions se poursuivront à partir du 5 octobre en lien donc avec l'événement Setal Suñu École, rassure ainsi le ministre El Malick Ndiaye. Nous suivons justement ses explications. Nous sommes venus retrouver le gouverneur et tous les services régionaux pour faire un peu le tour déjà des sinistrés, mais aussi des ouvrages qui ont été impactés par les crues. Il était nécessaire pour nous de faire le déplacement pour venir aux côtés des populations, leur apporter le soutien de l'État, particulièrement du président de la République, sur tous les plans, à savoir les denrées alimentaires, les produits de détergents, mais aussi les mesures correctives conservatoires qui ont été prises, en tout cas pour atténuer l'impact. Le ministre des Microfinances et le ministre des Solidarités aussi sont venus avec des projets de financement, des FAB entre autres, mais aussi des enveloppes pour soulager un peu les populations. Nous avons trouvé aussi des sinistrés logés dans une école. Comme vous le savez, c'est bientôt la rentrée des classes, donc il était nécessaire de trouver une solution rapide afin de matérialiser le Ubitay Djangatay dans cette zone-là très importante. Et c'est par la suite qu'avec le concert de l'Ageroute que nous avons mis à la disposition de ces familles-là une base de vie de 8 logements équipés avec plus de 24 chambres, avec de l'électricité, de l'eau, entre autres. Ce qui fait que le gouverneur va faire les diligences pour libérer rapidement l'école et faire pratiquement la désinfection, mais aussi le nettoyage nécessaire. Je pense qu'on pourra même profiter de la journée du 5 octobre coïncidant avec le Setal Suñu École. Et c'est le mouvement national des cadres patriotes qui l'annonce, la présentation d'un référentiel du projet PASTEF pour ce 7 octobre. Un programme avec une vision plus claire des améliorations que le gouvernement entend apporter, expliquent ainsi les membres du MONCAP. Ils annoncent la poursuite du mode de gestion par budget programme. En conférence de presse, ces cadres du PASTEF ont aussi abordé la question des dettes, des déficits budgétaires, mais également des finances publiques. Les détails de cette rencontre avec Khadija Ndadjoufa.
Le projet PASTEF à l'ordre du jour, le Mouvement national des cadres patriotes annonce la présentation d'un référentiel ce 7 octobre. Une présentation qui permettra, selon ces cadres, de donner aux Sénégalais l'opportunité d'avoir une idée des améliorations que compte apporter le gouvernement du Sénégal. Bassirou Kébé, directeur général de la SNHLM, parmi les cadres. Le 7 octobre est une date très importante pour nous et même, je dirais, pour l'ensemble du peuple sénégalais. En effet, le nouveau référentiel des politiques économiques et sociales, la vision 2050, sera présenté par le président de la République lui-même, si je ne me trompe pas. C'est la matérialisation du projet dans lequel le Mouvement national des cadres a beaucoup travaillé pendant des mois. C'est une expertise exclusivement sénégalaise. Dans la première phase, c'est le Mouvement des cadres qui a travaillé, des gens du parti ici au Sénégal, mais aussi dans la diaspora. Et maintenant, dans cette deuxième phase-là, où nous sommes au niveau de l'État, c'est la fine fleur de l'administration sénégalaise réunie dans un comité technique au niveau de la primature qui y a travaillé. Donc nous pouvons être fiers et je pense que lorsque le président de la République le présentera à tous nos compatriotes, ce sera une énorme fierté et nous verrons la feuille de route claire et précise de notre président de la République pour mener le Sénégal vers le véritable développement. Le MONCAP évoque des projets politiques qui seront déclinés en programmes budgétisés, selon Cheikh Fatma Diop, directeur en économie. 7 octobre, nous avons une publication référentielle. Le référentiel, beaucoup publié, 5,88 heures. Avec la publication du référentiel, il est important de souligner que les politiques publiques seront déclinées en programmes budgétisés. Il est essentiel de connaître le coût de chaque projet. Les questions de la dette, des déficits budgétaires ainsi que des finances publiques ont également été abordées. Nous avons voulu, chiffres à l'appui, arguments à l'appui, montrer et démontrer que le Premier ministre s'est appuyé sur vraiment des organes républicains qui n'ont pas de coloration politique, que sont l'IGF et la Cour des comptes, pour éviter toute manipulation envers les Sénégalais. Et ça, c'est très important. Mais nous ne nous sommes pas limités à cela. Nous avons aussi, notamment avec l'intervention de notre coordinateur adjoint, monsieur le DG Ba, apporté des solutions par rapport à la réduction de notre dette et de notre déficit public. Et ça, c'est très important pour que les Sénégalais sachent où est-ce que ce nouveau gouvernement va mener ce pays dans les mois et dans les années qui viennent. En vue des élections législatives, le Mouvement national des cadres patriotes appelle à une mobilisation pour consolider leurs acquis. Et les résultats de l'étude d'actualisation du schéma directeur consacré à 46 des 68 centres de périmètre urbain et périurbain ont été restitués. Mission placée sous la direction de la Société nationale des eaux du Sénégal. Un événement qui a vu la présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Dr Cheikh Tidiane Dièye a saisi l'occasion pour parler de la répartition des milliards qui vont donc financer ce projet, nous fait dire Elisabeth Tina. L'État veut offrir à chaque Sénégalais son droit d'accès à l'eau potable en quantité et en qualité. C'est ce qui, selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a motivé l'étude d'actualisation des résultats du schéma directeur hors de Dakar, Thiès et Petite-Côte, réalisé par la SONES. Ce que nous voulons, c'est que, comme je l'ai dit, il y a une nouvelle éthique et un nouveau paradigme. Tous les Sénégalais ont le droit d'accéder à l'eau en quantité et en qualité. Et l'État fera tout ce qu'il faudra pour qu'à très court terme, on n'ait plus cette différenciation. Déjà, ce qui apparaît dans cette étude et que j'ai déjà indiqué dès mon installation, c'est que tous les grands transferts d'eau qui seront réalisés par l'État desserviront les localités traversées. L'étude a aussi révélé, en plus du lac du Guer, l'existence d'autres sources d'eau qui sont à Malem Hodar, à Sédhiou et à Diatakunda. Jusqu'ici, beaucoup n'ont connu que les transferts depuis le lac de Guer vers Dakar, ce qui va être renforcé notamment par les autoroutes de l'eau qui seront lancées dans les prochains jours. Mais nous voyons également par cette étude qui confirme l'existence de champs captants assez importants dans certaines zones du pays qui permettront de produire une eau de qualité et en quantité suffisante et qui sera drainée ou transférée dans les grands centres urbains. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est revenu sur le financement du projet estimé à 1 000 milliards de francs CFA. Si vous allez à 2050 et que vous divisez ces 1 000 milliards
par an. Rien que sur le budget, vous voyez que vous n'êtes plus dans des 10 000 milliards, mais peut-être une cinquantaine ou une centaine par an. Pour vous dire que ce n'est pas le montant global à terme que la façon de mobiliser. L'autre élément important à prendre en compte, c'est aussi le fait que, l'étude l'a déjà montré, une partie de ces investissements sera fait à partir de partenariats publics-privés. L'étude menée par la SONES, projetée sur 2040, s'étend désormais sur 2050, en référentiel du plan du président de la République. L'objectif est de couvrir l'étendue du territoire national en eau potable et de faire de l'eau un levier de transformation du pays. Les habitants de Touba-Ngomène souffrent d'une pollution qui ne dit pas son nom. Touba-Ngomène est une localité voisine de la cimenterie Dangote, située dans le département de Thiès. Ces résidents sont donc sortis pour dénoncer cette situation. Voyons tout cela avec Isidore Alexandre Sena. Touba-Ngomène, l'un des villages les plus proches de la cimenterie, élève la voix pour sonner l'alerte. Pour cause, les nuisances de l'industrie selon les habitants. Les principaux problèmes, on peut citer la pollution atmosphérique et nuisances sonores, la production, les tirs de mines et le transport du clinker génèrent une pollution atmosphérique importante avec des émissions massives de poussière et de particules fines qui répandent dans l'air et contaminent l'environnement du village. Ce phénomène s'accompagne également d'une pollution sonore excessive en raison des tirs de mines créant des bruits très forts qui détruisent même nos constructions. Des murs de clôture impactés et une menace sur leur santé. Depuis la mise en service de cette unité industrielle, les habitants de Ngomène font face à de sérieuses difficultés qui affectent gravement leur cadre de vie et leur qualité de vie. À les en croire, l'industriel s'occupe du bien-être social. Manque de retombées économiques. Malgré la présence de cette importante unité industrielle, le village n'a pas réellement bénéficié des retombées économiques attendues en termes d'emploi et de développement des infrastructures de base. Les manifestants invitent l'État et les autorités locales à corriger. La population locale interpelle les autorités compétentes pour apporter des solutions appropriées, soit pour atténuer ces nuisances et garantir le respect de leurs droits et de leur cadre de vie. En conclusion, il paraît crucial que les pouvoirs publics, et plus particulièrement la direction de Dangote Cement Sénégal, la mairie de Keur Moussa et le ministre des Mines du Sénégal interviennent avec diligence pour encadrer les activités de cette cimenterie. La migration et l'autonomisation économique des jeunes, des femmes et de leurs familles, c'est le thème de la 34e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social. Le principal objectif de ces pourparlers est de trouver des solutions à ce phénomène. La rencontre s'est tenue donc à Saly en présence donc de Mountaga Kana. Le Haut Conseil du dialogue social, qui compte jouer sa partition entièrement dans la lutte contre la migration irrégulière, propose une réflexion élargie devant apporter des solutions au drame. Et c'est pour nous l'occasion de marquer tout l'intérêt que nous avons pour cette thématique au regard des derniers événements sur la migration. Une tragédie humaine, mais surtout, nous entendons jouer notre partition dans la recherche de solutions. Parce que dans les échanges entre toutes les parties prenantes, on vous parlera de dialogue entre les pouvoirs publics, et les communautés, notamment les familles, pour voir comment éradiquer, ou en tout cas baisser les chiffres de la migration, surtout celle irrégulière, à partir des points de départ. Et vous constaterez que Mbour est également un point de départ. Les résultats des travaux seront mis à la disposition des autorités. À l'issue des discussions, on remettra aux autorités des parties concernant le Haut Conseil du dialogue social. Pour nous, le Conseil est toujours utile et ceux qui sont sur le terrain peuvent y jouer un rôle important et nous en faisons partie. La présidente de la dite structure demande au ministère des Affaires étrangères de travailler à faciliter le visa aux intéressés. Nous demandons au ministère des Affaires étrangères de travailler en rapport avec les ambassadeurs de certains pays afin de faciliter l'obtention de visas aux populations.
Elle soutient qu'au sujet de l'immigration irrégulière, les responsabilités sont partagées. Elle appelle alors toutes les forces vives à s'engager dans la lutte contre le phénomène. Pour lutter contre la migration irrégulière, il faut aussi mettre à l'aise les ouvriers. C'est l'appel lancé par l'Association des ouvriers de Thiès. Elle invite ainsi l'État à leur trouver des sites de recasement où ils pourront travailler dans de très bonnes conditions. Abdoulaye Dian est avec Isidore Alexandre Sen. L'association des ouvriers de la région de Thiès est là avec tous ces papiers nécessaires que nous avons besoin pour être accompagnés par l'État du Sénégal. Nous voulons promouvoir le développement de ce pays. L'association des ouvriers de la région de Thiès est là pour contribuer sur le développement de Thiès et du Sénégal. Donc, encore une fois, nous demandons à l'État du Sénégal d'accompagner cette association qui est légitime et crédible et qui est là pour promouvoir le développement économique et financier de la région, parce que Thiès a toutes les capacités minières, économiques dont le Sénégal a besoin pour aller vers de l'avant. Donc l'association des ouvriers de la région de Thiès est là encore pour pouvoir contribuer au développement de la région de Thiès, surtout le secteur de l'artisanat. Nous les avons envoyé une demande d'audience, mais il nous a répondu, donc nous avons allé au ministère de l'artisanat, c'est notre ministre tuteur. Donc nous avons déposé la lettre pour que l'État du Sénégal puisse nous répondre. Mais encore une fois, l'État du Sénégal nous a recontactés de par ses services pour nous demander de sensibiliser les ouvriers à ce qu'ils puissent adhérer sur cette association qui est la légitime et crédible. Et puis la mutuelle Transvie lance un fonds commun de placement. Son utilité est d'offrir aux Sénégalais une bonne retraite par la facilitation de l'épargne. Pour les promoteurs, ce fonds est donc élaboré dans une parfaite sécurité et dans la transparence afin donc de donner à la clientèle une protection sociale. La cérémonie de lancement a donc eu lieu ce mardi. Nous suivons les précisions avec Kalim Sow et Moussa Fall. Après plus d'une décennie dans le secteur de l'assurance santé, Transvie démarre une nouvelle ère et met en place un véhicule d'épargne de retraite. Pour son directeur général, la mise en place de ce fonds commun permet d'offrir à la clientèle une bonne retraite. Transvie est connu plus particulièrement dans l'assurance maladie à travers le Sénégal et sur le continent africain. Après une quinzaine d'années, nous avons ambitionné tout le temps, toujours d'être un véritable régime de protection sociale. C'est de là où nous est venue l'idée de penser à la mise en place d'un fonds commun de placement qui va apporter un début de réponse à la problématique de la retraite des populations sénégalaises d'abord et de surcroît africaines. Alors à qui s'adresse très exactement? À tout le monde, aux personnes physiques, morales, voilà, les travailleurs du secteur formel comme ceux du secteur informel qui peuvent naturellement se constituer une retraite, une épargne retraite ou se constituer un capital pour faire face aux défis, aux risques sociaux liés à la vie de manière générale. Un fonds bien élaboré avec une vision claire d'après les initiateurs. C'est pourquoi ils ont mis en place une stratégie d'investissement rigoureuse et adaptée à l'horizon de retraite des clients. Déjà, il faut comprendre que c'est un produit d'épargne, donc épargne classique, épargne évolutive. C'est un produit qui est souple. Pourquoi souplesse? Parce que c'est un produit qui permet à toute personne qui désire épargner de venir souscrire au FCP Transvie. C'est un produit qui est accessible et c'est pour permettre à tout individu de pouvoir se constituer une épargne. Donc que vous soyez agent en activité ou à la retraite, ou du secteur informel ou du secteur formel, vous êtes habilité à venir souscrire au FCP Transvie. Donc ce n'est pas quelque chose qui est dédié uniquement aux personnes qui vont à la retraite ou qui sont en train de préparer la retraite, mais c'est à toute personne qui désire épargner. Transvie, en compagnie de CGF Bourse, compte faciliter l'épargne à travers ce fonds commun. Cependant, il se fera dans la sécurité et la transparence. Il y a une dimension d'investissement déjà, de sécurité. Donc, Transvie a mis en place ce fonds commun de placement pour utiliser cette épargne, l'investir, faire gagner de l'argent en termes de performance à ses clients, tout en
maintenant un système transparent de sécurité. Alors, CGF, en tant que groupe, a deux rôles, puisque vous avez vu qu'il y a deux structures qui sont présentes. Il y a une structure qui est en charge de la gestion, c'est-à-dire quand je parlais tout à l'heure de faire gagner de la performance sur la partie placement, qui réfléchit à quel est le placement optimum, quel est le placement le plus sûr qu'il faut prendre pour faire gagner donc aux souscripteurs de Transvie le maximum de performance et sécuriser leur retraite. Il y a aussi CGF Bourse en fait qui va jouer le rôle de dépositaire. Ce fonds commun de placement Transvie est un produit qui répond aux besoins spécifiques des futurs retraités en intégrant prudence, performance et sérénité selon les promoteurs. Et c'est donc la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.